Alors voilà, dernière séquence et dernier petit point qui ne sera pas très long à aborder concernant toujours la validation d'un outil, comme la question qu'on se posait en séance 4, à savoir qu'est-ce qui légitimait le calcul de score à une échelle. On avait vu qu'il fallait déjà que tous les systèmes renvoient à la même idée. Et à partir de là, donc un facteur commun, et à partir de là, on pouvait calculer un score global avec tous ces items agrégés, donc soit en les additionnant, soit en les moyennant. Euh, et donc, on pouvait donc avoir un score par dimension, par composante, qui était extraite par l'analyse factorielle. Alors, ça, c'est une des qualités psychométriques qui est requise. Il y a trois qualités psychométriques, la sensibilité, la fidélité et la validité. Donc, l'analyse factorielle et l'ACP qu'on a vu en séance 4 renvoient à la question de la validité. Est-ce que le test mesure bien ce qui est censé mesurer? Est-ce que les items renvoient bien à la même idée, à la même notion, avant qu'on puisse les additionner, les agréger? Il y a une autre qualité qui est très importante également, c'est la fidélité, c'est-à-dire la fidélité, elle renvoie à la question de l'erreur de mesure. Alors, toute mesure est entachée d'erreur de mesure, ça c'est vrai dans le domaine du physique et c'est vrai dans le domaine du psychologique, mais évidemment il y a des instruments qui sont plus ou moins précis, certains vont avoir très peu d'erreurs de mesure et puis d'autres sont beaucoup plus approximatifs et quand ils vous donnent une évaluation d'un phénomène, eh bien, sont très imprécis et il y a beaucoup d'erreurs de mesure. Donc la fidélité, c'est ce qui exprime ce niveau de précision dans la mesure. Alors cette fidélité, on va pouvoir l'étudier de différentes manières. Là, je vous laisse vous reporter au cours qu'on avait eu en psychométrie au premier semestre. Il y a différentes façons. La plus connue, c'est le test-retest, mais qui n'est pas toujours applicable, qui est compliqué à appliquer. Et une des plus utilisées finalement dans la littérature scientifique, si vous prenez un article qui valide un outil, par exemple, vous prenez un article scientifique paru dans euh, une revue scientifique, donc avec une évaluation par les pairs, et que vous vous intéressez donc à des articles qui parlent de validation d'outils, si vous avez un indicateur de fidélité, si vous n'en avez qu'un seul, on peut en avoir plusieurs évidemment, mais si vous n'en avez qu'un seul dans l'article, c'est quasiment sûr à 100%, hein, on va dire à 99% sûr que cet indicateur sera l'alpha de Cronbach qui permet de calculer, qui permet d'estimer la consistance interne de l'outil. Donc ça aussi, hein, je l'avais évoqué au premier semestre dans le cours de psychométrie. Alors l'alpha, pour rappel, on va écrire avec la lettre grecque de l'alpha, hein, ce sera l'indicateur qu'on utilisera. L'alpha varie entre 0 et 1, mais il est possible d'obtenir des valeurs aberrantes, c'est-à-dire par exemple une valeur négative ou une valeur supérieure à 1. Et la plupart du temps, quand vous avez des valeurs aberrantes ou une valeur très proche de 0 par exemple, et la plupart du temps, quand vous avez une valeur aberrante que vous constatez, eh bien c'est tout simplement parce que vous avez calculé un alpha sur des items pour certains, sont renversés. Hein, la cotation est renversée. Par exemple, un item exprime une bonne estime de soi et l'autre exprime une mauvaise estime de soi. Alors il faut renverser un des deux items. On peut renverser le premier ou le deuxième, c'est selon le choix qu'on veut faire, mais il faut en renverser un des deux pour pouvoir ensuite calculer l'alpha sur les items qui ont été renversés et les items qui n'ont pas eu besoin d'être renversés. Sinon, l'alpha aura une valeur vraiment, je vous dis, aberrante. Hein. Vraiment, quand vous voyez une valeur de l'alpha qui est inférieure à 0 ou qui est supérieure à 1, alors c'est que vous avez oublié de renverser un item avant de calculer l'alpha. Euh, Autre chose, donc il varie entre 0 et 1, on s'attend généralement à un alpha supérieur à 0,70 pour commencer à parler de bonne consistance interne. Alors il y a des débats sur le fait que cette valeur soit suffisante ou que l'alpha soit un indicateur suffisamment bon pour exprimer une bonne consistance interne. Hein. Certains disent qu'en fait au-dessus de 0,70 ça signifie que c'est pas mauvais, mais ça signifie pas que c'est bon en fait. Donc c'est un peu compliqué, c'est des débats de statisticiens, mais il faut savoir qu'aujourd'hui dans la littérature, dans les validations d'outils,
on utilise en général cette valeur de 0,70 pour considérer que la consistance interne de l'outil est bonne. Alors voyons comment réaliser un alpha de Cronbach dans SPSS, c'est assez simple. Donc, je vais sur SPSS, je vais aller dans Analyse et dans Échelle. Donc analyse, échelle et analyse de fiabilité. Là, je vais choisir les items. Alors c'est par facteur, c'est pas par échelle. Alors ça peut être par échelle s'il n'y a qu'un seul facteur, qu'une seule dimension à l'échelle. Mais dès que vous aurez 2, 3, 4 dimensions, par exemple un questionnaire de coping, il y a souvent plusieurs dimensions. Le Briefcop en a 14, mais la WCC avait par exemple le coping centré sur le problème, sur l'émotion, le soutien social, l'évitement, etc. Donc en fait, vous calculez toujours l'alpha par dimension, par sous-dimension. Donc par exemple, là, on pourrait s'intéresser à l'alpha de la HAD, mais il va falloir sélectionner les items 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 dans un premier temps, qui sont tous des items qui concernent la dimension anxiété. C'est ce qu'on a trouvé quand vous avez visionné la séquence 4, c'est ce que vous avez pu observer dans la séquence 4 quand on a fait l'ACP, qu'on a obtenu 2 dimensions, on a obtenu une dimension d'anxiété avec ces items-là. Donc l'ACP m'a montré une dimension, et avec quels items elle était composée, et ensuite donc je teste la fidélité de cette dimension-là en saisissant ici, en sélectionnant ici que les items qui composent cette dimension. Alors, le modèle, vous allez voir, vous allez pouvoir choisir différents types de modèles. Le split-alpha, par exemple, je l'avais cité au premier semestre, c'est quand on divise les items en deux lots et qu'on essaye d'étudier les corrélations entre les deux moitiés, en fait. Split-alpha, c'est-à-dire par moitié, on divise par moitié les items. Mais en fait, ces méthodes-là qui sont proposées sont des méthodes qui ont été utilisées dans la littérature autrefois, mais qui ont, pour simplifier, elles ont été supplantées par l'alpha de Cronbach au fil des années. Aujourd'hui, on n'utilise quasiment que l'alpha de Cronbach quand on cherche à étudier la consistance interne d'un facteur, d'un outil. Donc il faut garder, normalement par défaut, c'est sélectionné par le logiciel. Donc on va conserver cette option-là. Et on va juste sélectionner en haut à droite dans le bouton statistique une petite option très intéressante quand on valide un outil. C'est l'option tout en haut à gauche, la troisième case, échelle sans l'élément. C'est une option très intéressante parce qu'elle va nous dire si l'alpha serait meilleur en supprimant un item. Par exemple, des fois, il y a un item qui est très mauvais dans un facteur. Là, on en a sélectionné 7 ici par rapport à la dimension anxiété de la HAD. Eh bien, si jamais il y a un item qui est, on va dire, tout pourri, eh bien, là, il va nous le dire, en cochant cette option, il va nous dire, attention, cet item est tout pourri, et l'alpha serait bien meilleur si on supprimait l'item. Donc c'est très intéressant, quand on valide un outil, d'utiliser cette option-là. Donc je fais poursuivre, puis OK, et voilà le résultat qui apparaît. Alors, l'alpha, alors il vous dit combien d'observations, 90 observations ici parce qu'il y a 90 lycéens, bon voilà, on passe très vite cette donnée-là. Le deuxième tableau, statistique de fiabilité, c'est là où il vous donne la valeur de l'alpha. Donc l'alpha est égal ici à 0,86 si j'arrondis à 2 décimales. Donc si on prend la valeur seuil de 0,70, on peut considérer ici que le facteur présente une bonne consistance interne. Et puis le dernier tableau, eh c'est la petite option qu'on a cochée en plus avant de valider, c'est quelle serait la valeur de l'alpha si on supprimait, alors par exemple si on supprime l'item 1 ici, première ligne du tableau, vous regardez la dernière colonne alpha de Cronbach en cas de suppression de l'élément, eh bien l'alpha de Cronbach serait de 0,85. Or ici, on a 0,86. Donc si je supprime l'item 1, HAD01, eh bien mon alpha sera moins bon. Pareil, si je supprime l'item 3, vous voyez, il sera beaucoup moins bon, on passe à 0,82, 0,83 si je supprime le 5. En fait, si vous regardez bien toutes les valeurs qui sont indiquées ici, aucun item, sur les 7 qui sont sélectionnés ici, aucun item ne devrait être supprimé, parce que en supprimant n'importe lequel de ces items, on baisse la valeur de l'alpha. Donc on ne doit pas supprimer d'items. Alors là, je n'ai pas d'exemple à vous montrer où l'alpha va être bien meilleur en supprimant un item, mais quand on développe des outils, ça arrive fréquemment. Ici, ce sont des données fictives et du coup, les données sont plutôt favorables et sont plutôt bonnes. Juste une remarque là-dessus, si jamais vous êtes à
.70, .71, alors c'est tout juste, hein, c'est un petit peu faible, c'est correct, mais c'est un peu faible. Et qu'on vous dit, vous avez 10 items, et qu'on vous dit en supprimant un item, vous pouvez passer à .80, alors faites-le. Ça vaut la peine de supprimer un des 10 items si on peut passer à un alpha beaucoup plus important qui grimperait par exemple à .80. Par contre, si vous avez que 3 ou 4 items et que votre alpha est à 0.72 et que vous pouvez gagner quelques centièmes en enlevant un item, alors ne le faites pas nécessairement. Hein, il faut vraiment réfléchir un petit peu parce qu'il vaut mieux conserver 4 items par exemple qu'en avoir 3 parce que 3 ça reste assez faible. Si l'alpha ne grimpe pas beaucoup en supprimant un item, alors ce n'est pas la peine de le faire. Hein. Il faut vraiment qu'il y ait un gain intéressant et que vous ne diminuiez pas trop le nombre d'items dans votre facteur. Donc voilà ce que je peux dire sur l'alpha. Peut-être une petite précision, je vous ai dit qu'on peut avoir des valeurs aberrantes si on oublie de renverser des items. Alors calculons par exemple l'alpha pour les items, cette fois-ci non plus du facteur anxiété de l'HAD. Alors après, évidemment, il faudrait faire le facteur dépression de l'HAD, on ne peut pas le faire, parce que je pense que le principe est compris ici. Par contre, on peut juste regarder pour l'estime de soi. Si je prends les items 1, 2, 3, 4, donc sans prendre les items recodés, donc les 11 items, mais sans les items recodés, donc il y a des items qui sont à valence positive, d'autres à valence négative, et du coup, un score élevé ne signifie pas toujours la même chose. Donc l'alpha va vous dire, attention, c'est inconsistant votre échelle avec ces 11 items, parce que évidemment, il y a des gens, quand ils vont avoir un score élevé, ils veulent dire qu'ils ont une bonne estime sur certains items, mais avec d'autres items, le score élevé voudra dire qu'ils ont une mauvaise estime. Donc il y a une incohérence, une inconsistance, et vous allez voir, je demande le calcul de l'alpha sur ces 11 items, donc non recodés. Regardez la valeur de l'alpha, elle est égale à moins 1,06. Or, je vous ai dit que l'alpha ne peut pas être négatif, il varie entre 0 et 1. Donc c'est une valeur aberrante. Et en plus, c'est supérieur à 1. Non seulement c'est négatif, mais en plus, c'est supérieur à moins 1. Donc, il y a vraiment une valeur aberrante ici. Et évidemment, eh bien, si maintenant vous refaites le calcul de l'alpha de Cronbach, mais en supprimant les items 5, alors j'enlève le 5, le 6, le 8, le 9, et j'ai oublié d'enlever le 2, voilà, et si à la place de ces items-là, je prends le 2R, qui est l'item recodé, le 5R, le 6R, le 8R, le 9R, et que je relance mon analyse de l'alpha, regardez, 11 items et un alpha de 0.88. Donc j'ai aucun problème et je ne dois pas supprimer d'item. Vous voyez, si je regarde rapidement cette colonne-là, mon alpha serait systématiquement moins bon, quel que soit l'item que j'enlèverai ici. Donc, très très important, pensez à recoder les items. Et alors, comment savoir quels sont les items à recoder? Eh bien, ça, c'est l'analyse factorielle, l'ACP, l'analyse en composantes principales qu'on a découvert dans la séance 4, qui vous dit, avec des saturations négatives, quels devraient être les items à recoder au moment du calcul du score et au moment où vous calculez un alpha de Cronbach. Voilà, j'en termine avec cette présentation de l'étude de la fidélité et du calcul de la consistance interne par l'alpha de Cronbach. Et cette fois-ci, c'est fini. Il n'y a pas de séquence supplémentaire pour cette année. On en finit avec ce cours SPSS. Je vous souhaite de bonnes révisions et on se retrouve très vite pour l'évaluation.